Bonjour, mon nom est Denis Bédard, je suis professeur à l'Université de Sherbrooke au Canada et ça me fait grand plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui, même si en différé, pour faire cette courte intervention intitulée Prendre le virage technologique, considérations pédagogiques et projets d'innovation. Alors je vous propose de regarder quatre éléments de contenu, soit les considérations pédagogiques qui nous animent, euh, proposer quelques exemples d'environnement numérique de formation, de faire le lien entre cette idée d'environnement numérique et celle d'innovation et terminer par une courte conclusion. Alors, parmi les considérations pédagogiques qui viennent un peu changer la donne lorsque l'on considère les technologies et les nouvelles pédagogies qui peuvent accompagner l'usage de ces technologies, est celle de la posture que les apprenants et que nous pouvons imaginer adopter. Généralement, de plus en plus, du moins, les propositions d'utilisation des technologies impliquent de mettre les étudiants dans une situation davantage de collaboration, de coopération, dans tous les cas qui mobilisent beaucoup d'habiletés liées à la communication, savoir échanger, savoir pouvoir mettre en commun des idées, etc. Qu'est-ce que ça change alors pour nous? Eh bien, comme enseignant, il est plutôt question pour nous de prendre un rôle d'accompagnateur de cette démarche liée à celle de travailler de façon collaborative et autres. Ce qui met alors un peu à mal cette image traditionnelle que l'on peut avoir de soi-même comme transmetteur de connaissances liée à notre expertise de contenu ou de la matière. Ce n'est pas que l'on perd cette expertise, mais on souhaite la revisiter davantage à la lumière de l'utilisation experte que l'on sait faire du savoir ou des savoirs que l'on possède, davantage que uniquement dans une perspective de transmission des dits savoirs. Ces savoirs, comme vous le savez aujourd'hui, sont disponibles à bien des endroits sur la toile et dans des ouvrages de référence, des guides, des bouquins assez nombreux maintenant, de plus en plus dans nos différents champs d'expertise. Alors, notre réelle contribution, la plus-value, disons, de se retrouver avec un enseignant à l'université, c'est beaucoup maintenant associé à notre façon experte d'utiliser ce même savoir. Et c'est dans cette perspective que nous souhaitons développer une certaine autonomie chez les apprenants face à leur capacité en développement elles-mêmes et eux-mêmes d'utiliser le savoir à apprendre plutôt, de façon de plus en plus experte. Ce qui implique de les mettre dans des situations qui vont être celles de problèmes à résoudre, de projets à réaliser ou de cas à analyser, ce qui est très bien. Vous savez d'expérience probablement que l'enseignement traditionnel offre des réponses à des étudiants qui ne se sont généralement même pas posé de questions. Et donc, offrir une réponse sans qu'à la base il y ait une question qui l'ait suscitée, ce n'est pas très favorable à l'apprentissage durable. Dans cette perspective, toute situation d'enseignement-apprentissage qui permette de favoriser le questionnement chez l'étudiant est avantageuse. Nous nous retrouvons alors dans une position qui peut impliquer de démontrer justement l'usage de ce savoir expert que nous avons acquis et développé avec le temps, ce qui est alors aussi très intéressant, puisque nous verrons des exemples de cela dans quelques minutes, mais dans une perspective de soutien avantageuse pour l'étudiant. Mais il y a un peu mieux, si l'on veut, ou du moins de façon complémentaire, au-delà de faire des démonstrations d'utilisation du savoir, et il y a de plus en plus avantage, et la littérature pointe dans cette direction, à placer les étudiants dans une position d'apprentissage par la pratique. Plutôt que uniquement de faire des démonstrations puis de leur demander par la suite de mettre les mains à la pâte, si nous les plaçons nous-mêmes d'entrée de jeu dans un contexte de manipulation du savoir, que ce soit à travers un projet, un problème ou un cas, à titre d'exemple, alors il y a une démarche d'acquisition beaucoup plus solide qui se forge et des connaissances qui sont également davantage cimentées ou ancrées dans une perspective d'utilisation du savoir. Notre rôle alors devient celui d'accompagnateur ou d'interface entre ces différentes situations d'apprentissage, problèmes, projets, cas, etc.,
et celui de guide, donc pour éclairer tout questionnement sur le savoir en lui-même, mais sur également, comme je le disais plus tôt, la démarche d'utilisation de ce savoir. Cette idée de learning by doing ou de knowledge as tool, les connaissances comme des outils, resitue ou repositionne, si l'on veut, la façon de favoriser l'apprentissage et de l'encadrer, disons, dans une démarche plus dans la durée d'un parcours d'apprentissage signifiant pour les étudiants. Alors, regardons maintenant quelques exemples issus de l'utilisation des technologies, en particulier du numérique, qui ont pris place, plutôt qui ont été proposés au Québec. Alors, un premier exemple est celui, je vous en présente deux, d'un environnement numérique de formation que vous connaissez probablement ou peut-être, celui de la classe inversée. Ce qui est illustré sur les photos que vous voyez, c'est l'exemple d'un professeur du programme d'informatique à l'Université de Sherbrooke qui avait constaté un certain nombre de limites dans l'implication et la motivation de ses étudiants à écouter ses cours. Il a donc eu l'idée de les enregistrer, ces exposés, courts enregistrements comme celui-ci, et de demander aux étudiants en amont de les écouter. Le temps de classe, alors, est davantage utilisé dans une perspective de mobilisation de ce savoir, de l'utilisation du savoir antérieur acquis à travers le visionnement des bandes vidéo, et en classe, de faire en sorte de tenter soit de résoudre des problèmes, encore une fois, d'élaborer des projets, etc. Ça change la donne pour les étudiants et ça rend beaucoup plus dynamique et perçu positivement en termes de valeur ajoutée le temps passé en classe avec l'enseignant. Un deuxième exemple est celui de la formation à distance multisite qui a été proposé et développé dans un cégep, cégep étant un acronyme pour Collège d'enseignement général et professionnel. Donc, ces collèges au Québec sont parfois situés dans des territoires très vastes, comme celui de la Gaspésie, où chacun des sites de formation peuvent être distants de plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. C'est un peu exigeant de penser à avoir un enseignant qui se déplace de l'un à l'autre. Et donc, l'environnement de formation multisite permet de pouvoir rejoindre tous les étudiants de chacun de ces sites en même temps, à travers plusieurs moyens technologiques qui rend et facilite le contact en temps réel de tous ces étudiants. Alors, deux exemples assez, j'allais dire, traditionnels, au sens où ce n'est pas d'hier que on a utilisé ces technologies, mais néanmoins toujours pertinent par rapport à l'objectif que l'on a de mieux former les personnes qui sont devant nous. En quoi ces démarches peuvent-elles être considérées comme des cibles de développement de type innovation pédagogique, technopédagogique ou curriculaire? Le deuxième exemple dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, celui de la formation en soins infirmiers, touchait l'ensemble des activités de formation, tous les cours, toutes les activités pratiques, laboratoires et autres, tout se fait à distance, en plus d'avoir des séances en présentiel. Donc, on va regarder cette dimension plus particulière. Les technologies associées au TIC comme outil ou au numérique avec le web en enseignement supérieur peuvent donc être considérées sous l'angle d'un projet ou de projets d'innovation. Si autant que l'on considère les trois questions suivantes. Alors, comment faire? Sur quelle posture professionnelle se reposer? Et à travers quel cadre de référence faire ce travail d'innovation pédagogique? Alors, je vais tenter de répondre à ces trois questions avec les réponses suivantes. Comment faire? Alors, une des choses qui caractérise, et on va le regarder à nouveau plus en détail tout à l'heure, celui du Scholarship of Teaching and Learning, c'est de publier le travail qui a été réalisé. C'est de le faire connaître. Le congrès ou le colloque dans lequel dans lequel vous êtes inscrit est une excellente occasion de faire cela. Nous avons développé dans un projet que nous avons appelé le projet Expert PAIR TIS, au bas de l'écran, vous pouvez voir le lien. Nous avons proposé de développer ce que l'on appelle des parcours d'innovation. Et vous voyez sur la page écran nos outils ou nos publications, si l'on veut,
de ces parcours d'innovation avec une démarche très rigoureuse de recension des pratiques existantes. Il y a un questionnaire, il y a une démarche d'entretien, il y a ensuite une présentation de tout cela. C'est une façon de faire, mais une présentation en congrès représente une façon tout aussi avantageuse. Qu'est-ce que ça change du point de vue de la pratique elle-même? C'est de passer donc d'une posture plutôt réflexive à la base à une posture de praticien-chercheur. Une posture réflexive est déjà une posture avantageuse puisqu'elle invite l'étudiant, ou plutôt l'enseignant, à se questionner qui il est, mais également faire en sorte d'informer, ce faisant, sa communauté, la communauté des praticiens de son institution, de son établissement. Elle vise avant tout la qualité de l'enseignement, elle l'a rehaussée et elle est caractérisée par très souvent une démarche qui n'implique pas les comités éthiques, alors que du côté d'une posture de praticien-chercheur, disons que le spectre ou la cible est élargi, puisque plutôt que de n'informer que soi-même ou des collègues tout près de soi, on vise à informer l'ensemble de la communauté des formateurs, comme un colloque auquel vous assistez le permet également. Donc, cette posture est avantageuse. Cela vise aussi l'avancement des connaissances et pas seulement d'augmenter la qualité de mon enseignement personnel. Je veux contribuer à ce que mes collègues un peu partout qui auront l'occasion d'entendre parler de ce que je fais puissent en apprendre suffisamment pour réfléchir et faire avancer leurs propres pratiques pédagogiques d'enseignement et d'apprentissage. Et enfin, généralement, ces démarches vont impliquer de considérer des facettes éthiques à travers une démarche de collecte d'informations et de données plus rigoureuse avec des instruments idéalement mieux élaborés également. Et enfin, le cadre de référence sur lequel nous nous appuyons est celui du Scholarship of Teaching and Learning, comme je le mentionnais en tout début d'intervention. Il implique de considérer, il vient donc d'un travail fait par un chercheur américain du nom de Boyer, en 1990, qui a produit un rapport avec l'objectif premier de rehausser la perception que l'on a de la valeur de l'enseignement au contexte universitaire. Et donc l'idée de scholar, érudit dans sa matière, érudit dans sa discipline, se transpose au concept d'enseignement, puisqu'il est question d'érudition dans l'expertise que l'on a développée et que l'on peut développer en tant qu'enseignant en classe. Donc, le Scholarship of Teaching, au départ, devenu Scholarship of Teaching and Learning, qui ajoute la dimension apprentissage, ce qui fait que tous les mécanismes connus de valorisation de la recherche dans l'une ou l'autre discipline ou champ d'investigation peut être réutilisé dans le contexte de la valorisation de l'enseignement et de l'apprentissage par la publication, par la présentation de recherches menées dans ce domaine en congrès, par l'élaboration de projets entre multi-sites, à travers plusieurs sites plutôt, exactement les démarches que l'on favorise et propose pour la démarche de recherche traditionnellement dans une discipline ou une autre. Et l'objectif ultime, bien sûr, est l'amélioration des apprentissages chez nos étudiants. Alors, pour conclure cette courte présentation, je vous propose de regarder quelques conditions de réalisation de ce travail d'élaboration, de recherche ou de formation. Donc, pour exploiter le plein potentiel des environnements numériques de formation, il importe de planifier avec soin le changement que nous proposons de mettre en place et donc d'avoir documenté cette réflexion à la base. D'avoir bien sûr l'assentiment des pairs, des étudiants, de les informer régulièrement du travail qui est en chantier et qui va être proposé. Bien sûr d'accorder un temps et un espace pertinent et valable à tout aspect pédagogique et au développement des activités d'apprentissage elles-mêmes. Et enfin de viser, dans la démarche du Scholarship of Teaching and Learning, d'évaluer, de mesurer et donc de considérer, publier éventuellement les résultats de nos évaluations. Merci de votre attention et au plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous dans quelques minutes si la technologie le permet.